Un peu de thé vert à la menthe, monsieur? Oui, tout à fait. Ce qui est amusant avec Mélenchon, c'est qu'en fonction de notre sensibilité politique, on va soit le percevoir comme une sorte de Lénine 2.0 mangeur de bourgeois, soit comme un mec complètement inconséquent théoriquement, qui s'est perdu dans ce qu'on appelle le révisionnisme, un réformard qui a complètement abandonné sa formation théorique révolutionnaire de jeunesse. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'étudier la théorie politique d'une intellectuelle qui a une certaine influence sur Mélenchon. L'idée, c'est de voir leurs points communs, mais aussi ce qui les différencie. Vous allez voir que Mélenchon, il est pas si facile que ça à saisir théoriquement. C'est pas ou tout noir ou tout blanc, c'est plutôt gris. Bon, parmi les critiques négatives qu'on peut entendre sur Mélenchon, certaines amalgament sa théorie politique au travail de Chantal Mouffe et Ernest Laclau. Mélenchon leur aurait tout piqué, la stratégie de la France insoumise serait une sorte d'application bête et méchante de leur théorie politique. On va voir que c'est un peu plus compliqué que ça, même s'il y a du vrai. Et je vais d'abord faire un petit détour, pas le choix. Je vais devoir vous présenter la théorie politique de Chantal Mouffe. Alors je m'appuie sur ce petit bouquin qui résume bien tout le travail théorique qu'elle a produit avec son mec. On est parti pour le show, let's go. Bon, déjà on va situer un peu les choses. La pensée politique de Chantal Mouffe, elle émerge dans un contexte bien particulier. Elle vit en Angleterre et voit Margaret Thatcher arriver au pouvoir en 79. Elle est donc aux premières loges pour observer en direct un tournant historique dans le bloc occidental. Le passage de ce qu'on appelle l'État-providence keynésien au néolibéralisme. Donc, le passage d'une forme historique d'organisation du capitalisme à une autre. Et comme on l'a vu dans la vidéo sur le Chili, c'est d'abord avec la dictature militaire de Pinochet qu'on expérimente à grande échelle cette nouvelle politique économique. Puis, ça débarque en Europe avec Thatcher. Et c'est pas par folklore qu'on va vers ce modèle. En fait, le capitalisme, il est en crise à ce moment-là. Ralentissement économique, inflation, choc pétrolier de 73, baisse du taux de profit, il y a une nécessité à mener des politiques offensives pour que la classe capitaliste, elle s'enrichisse à nouveau. D'où les privatisations massives pour développer de nouveaux marchés, d'où la casse des conquêtes syndicales pour baisser le coût du travail, d'où les délocalisations pour aller chercher une main-d'œuvre moins chère à l'étranger. Faut bien capter que Thatcher, c'est l'expression institutionnelle d'un besoin profond de la société. Ce besoin, il vient de la fameuse base économique, celle qui forme ce qu'on appelle l'infrastructure et conditionne tout ce qui en découle, comme on l'a vu dans la deuxième vidéo. Avec l'arrivée de Thatcher au pouvoir, il y a une nouvelle séquence politique qui s'ouvre. Mouffe, elle qualifie cette période de post-politique. Cette période, c'est un peu la traversée du désert qu'ont connu nos darons en fait. C'est une période où la perspective communiste, elle devient inaudible. Il n'y a plus d'alternative possible au capitalisme. Enfin ça, c'est ce que les gens croient. Le moment fort de cette période, c'est bien sûr la chute de l'Union soviétique. Électoralement, ça se traduit par une fausse alternance entre deux bourgeoisies technocrates. Le centre-gauche contre le centre-droit. Être de gauche dans ce contexte, ça revient à raser les murs si on n'est pas social-libéral. Et comme les sociaux-libéraux, ils sont pas de gauche, on peut plus être de gauche, quoi. Bon, face à cette offensive de la classe capitaliste, la théorie marxiste et la stratégie révolutionnaire, elles perdent du terrain à gauche. Il y a un espace théorique à occuper. On ne sait plus par quel bout prendre le chantier de la transformation sociale, quelle stratégie adopter. Il y a sans doute une désillusion qui gagne le mouvement social. C'est donc une sacrée opportunité historique pour la pensée et la stratégie réformiste. Il y aurait toute une analyse à produire sur le pourquoi de l'émergence de ce genre de discours à ce moment-là. La théorie de Mouffe, c'est avant tout l'expression d'une impuissance face au bulldozer néolibéral et la faiblesse du mouvement ouvrier. Elle va penser une stratégie adaptée à une situation où la révolution communiste, elle est complètement verrouillée en pratique et dans les esprits. Cette stratégie, c'est ce qu'on appelle un populisme de gauche. Alors le populisme dans la bouche de Chantal Mouffe, c'est pas une insulte. Mettez tout de suite de côté l'usage médiatique de la chose. Le populisme, c'est juste une stratégie politique parmi d'autres. Ça peut être aussi bien utilisé pour mettre en avant des idées politiques réactionnaires, conservatrices, identitaires, progressistes, révolutionnaires. Bref, ça dit rien de la nature du projet politique. C'est ni positif ni négatif en soi, ça décrit juste une manière de faire. Le populisme, en ce sens, n'est pas une idéologie et il ne présente aucun contenu programmatique particulier. Ce n'est pas non plus un régime politique. C'est une façon de faire la politique, qui peut prendre différentes formes idéologiques. Alors justement, Mouffe, elle va étudier comment Thatcher adopte une approche populiste pour mobiliser une partie du prolétariat contre la bureaucratie de l'État-providence. Thatcher, elle va instrumentaliser les affects populaires anti-étatiques pour légitimer sa politique de casse de la fonction publique et vendre le pays aux puissances capitalistes. En ce moment même, on a un bel exemple de ce type de stratégie populiste de droite avec Javier Milei, le nouveau président de l'Argentine. Bref, c'est quoi cette stratégie populiste de gauche ?
c'est une stratégie qui cherche à mobiliser un sujet politique large en construisant une opposition entre ceux d'en bas et ceux d'en haut, dans la perspective de placer au pouvoir par les élections une force politique de rupture avec le néolibéralisme. Ça vous rappelle rien? On va décortiquer tout ça dans le détail. Bon, déjà, elle est au service de quoi cette stratégie populiste? C'est quoi le projet politique de Chantal Mouffe? Là, je vous avoue que c'est un peu le flou artistique. C'est assez classique comme attitude chez les penseurs réformistes contemporains. Comme je le disais dans ma deuxième vidéo, le réformisme traditionnel, il a quand même pour perspective d'en finir avec la société capitaliste. C'est le chemin pour atteindre cet objectif qui est dans la méthode réformiste. Mais avec le temps, les choses, elles ont glissé, il n'y a plus vraiment de réformistes au sens traditionnel. Ils se sont tous ramollis, quoi. Mélenchon le premier, il incarne cette dérive. L'ennemi à abattre, c'est plus le capitalisme dans sa globalité, mais une certaine manière de pratiquer le capitalisme. La financiarisation de l'économie, l'austérité, etc. Les réformistes d'aujourd'hui, ils se disent antilibéraux, mais pas anticapitalistes. Et ça, c'est pas anodin. Ça témoigne du glissement que je décris. Alors, me sautez pas à la gorge, quand je dis ça, je condamne pas forcément le vieux. Je pense au contraire que c'est plutôt adapté au contexte et à ses objectifs. Adopter une ligne encore plus radicale, c'est retomber à 12% aux élections. Déjà qu'on le traite de soviétique enragé dans les médias, s'il y a bien un mot qui obsède Chantal Mouffe, c'est celui de démocratie. Son projet politique, c'est, comme elle le formule, un projet de radicalisation de la démocratie. Mais l'usage qu'elle fait de la notion, il est assez spécifique. On peut le prendre littéralement. La démocratie, c'est le demos kratos, donc le pouvoir au peuple. On peut aussi y voir un synonyme d'égalité. Bon, l'usage qu'elle fait de la notion, il est assez aléatoire. Ça complique un peu les choses pour rien, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'elle souhaite que le principe d'égalité gagne toujours plus de terrain dans les divers rapports sociaux qui traversent la société. Qu'on parle de rapports sociaux de classe, de genre, de race, et même plus. La démocratie radicale et plurielle que nous défendions peut donc être conçue comme la radicalisation des institutions démocratiques existantes, afin que les principes de liberté et d'égalité entrent en vigueur dans un nombre toujours croissant de rapports sociaux. Le fait qu'elle parle plutôt positivement du capitalisme d'après-guerre, moment qu'elle décrit comme une période où la montée des inégalités restait sous contrôle, ça pourrait nous faire croire qu'elle souhaite un simple retour à cette configuration du capitalisme. Durant les années où l'hégémonie néolibérale triomphait, de nombreuses avancées social-démocrates ont été détruites, si bien que l'on se trouve aujourd'hui dans une situation paradoxale qui exige que nous défendions les différentes institutions de l'État-providence que nous critiquions alors parce qu'elles n'étaient pas assez radicales. Bon, là-dessus, elle est claire, même si elle a une préférence pour le capitalisme d'avant le néolibéralisme, elle dit explicitement que son projet politique, c'est pas de revenir bêtement à ça. Par contre, quand elle argumente derrière, ça devient chelou, elle dit surtout que le modèle keynésien, qui est un modèle économique de relance productiviste, elle dit que ce modèle il est incompatible avec les enjeux écologiques actuels. Il y a donc une ambiguïté. Et sur le capitalisme plus généralement, elle dit ça. Le processus de radicalisation de la démocratie comporte nécessairement une dimension anticapitaliste, dans la mesure où les nombreuses formes d'oppression qu'il nous faut remettre en cause sont une conséquence des rapports de production capitalistes. On voit ici qu'elle parle du capitalisme comme d'une dimension. On a comme l'impression que c'est pas si central que ça. Mais j'y reviendrai. Vous allez voir que cette problématique est liée à celle du sujet politique qu'elle convoque et à sa vision bien spécifique de la société. Sans le dire, en fait, elle déploie une sorte d'analyse intersectionnelle complètement bête. Ce qui est donc en jeu, c'est une égalisation des rapports sociaux, la lutte contre toutes les formes d'oppression, de domination, d'exploitation. Et ce qui est significatif dans sa pensée, c'est qu'elle voit dans la Révolution française l'émergence historique d'une volonté d'égalité. Pour la première fois dans l'histoire, le pouvoir absolu du peuple est formalisé à travers la Déclaration des droits de l'homme, mais c'est que des principes, il faut maintenant les appliquer. Le problème des sociétés démocratiques modernes était selon nous que leurs principes fondateurs de liberté et d'égalité pour tous n'étaient pas appliqués. La gauche ne devait pas avoir pour mission de les abandonner, mais de lutter pour leur application effective. C'est là qu'émerge la tradition socialiste. La mise en cause des inégalités économiques ouvre, du point de vue de Mouffe, un nouveau chapitre de la révolution démocratique. À partir de la critique de l'inégalité politique, cette passion de l'égalité a conduit, à travers les discours socialistes et les luttes auxquelles ils ont donné lieu, à la mise en cause de l'inégalité économique. Autrement dit, à l'ouverture d'un nouveau chapitre de la révolution démocratique. Il est remarquable qu'après plus de 200 ans, le pouvoir de l'imaginaire démocratique demeure aussi fort, et qu'il pousse à étendre l'égalité et la liberté à une multiplicité de champs nouveaux. Bon, ça c'est une analyse qu'on peut plus ou moins retrouver chez les classiques comme Engels ou Lénine. L'idée que la bourgeoisie révolutionnaire arrive au pouvoir avec une nouveauté qui est l'égalité en droit, il y a sur le papier plus de privilèges, tout le monde est traité de la même manière. Puis, au lendemain de la Révolution, on décuve.
On se rend compte que l'égalité face à la loi, ça suffit pas, faut aller plus loin. Faut se battre pour l'égalité en fait, c'est l'émergence du socialisme utopique. Bon, la différence c'est que Engels et Lénine, ils ont une lecture matérialiste de ces événements, mais j'y reviendrai. Bon, dans tous les cas, le projet politique de Mouffe, il s'inscrit donc dans cette continuité historique, même si son rapport au capitalisme, il est pas clair pour moi. Mais je peux pas beaucoup plus développer ce point, je manque d'éléments. Bon, une fois qu'on a posé le projet, et malgré le flou artistique, il y a la méthode. Chantal Mouffe, elle identifie 3 stratégies à gauche qui se font concurrence. Le pur réformisme, qui accepte le modèle néolibéral, la politique révolutionnaire, du léninisme à l'anarchisme, et enfin sa stratégie, qu'elle décrit comme un réformisme radical ou révolutionnaire. Elle reproche à la tradition révolutionnaire de vouloir faire table rase des institutions démocratiques existantes. Pour elle, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là pour mettre en place des politiques progressistes. On peut largement s'appuyer sur la démocratie libérale bourgeoise en radicalisant ses principes. Bon, dit autrement, du point de vue de Chantal Mouffe, c'est pas la démocratie représentative le problème en soi. Faut pas abolir la représentation, mais l'amplifier. Donc rendre les institutions plus représentatives. Faut donc agir dans le cadre constitutionnel existant. Pour elle, l'opposition réforme-révolution, c'est un faux dilemme. Bien sûr, on trouvera toujours à gauche des gens pour dire que cela n'est pas faisable. Mais j'estime que l'expérience du thatcherisme prouve que, dans les sociétés européennes, il est possible de transformer l'ordre hégémonique existant sans détruire les institutions constitutives de la démocratie libérale. Ici, son argument pour justifier le fait de travailler dans les institutions existantes, il est hyper chelou. Elle convoque l'exemple de Thatcher comme si Thatcher allait à l'encontre des intérêts de la classe dominante. Mais on reviendra sur ce point dans la partie critique. Bon, une fois qu'on a posé le projet politique, le cadre pour y parvenir, il nous manque un acteur historique pour porter ce projet. La force politique de rupture, faut bien qu'elle soit élue. Et pour être élue, faut bien qu'il y ait des vrais gens qui votent pour elle. La stratégie populiste, elle a donc besoin d'une partie du corps social pour être mise en place. C'est là que Chantal Mouffe identifie ce qu'elle appelle le peuple. Le peuple, c'est un concept un peu fourre-tout qui peut prendre beaucoup de formes, ça dépend du contenu qu'on lui donne. Il y a d'ailleurs un usage assez répandu de la notion dans les milieux d'extrême droite. Mais c'est pas une fatalité. Il peut y avoir un usage de gauche du concept. C'est ce que propose de faire justement Chantal Mouffe. Déjà, Mouffe, elle part d'un constat. Comme je l'ai dit juste avant, sa stratégie, elle l'élabore dans un contexte anglais bien particulier, avec Thatcher qui arrive au pouvoir et l'émergence des politiques néolibérales. Mais c'est aussi une période où de nouvelles luttes politiques émergent, tant d'un point de vue pratique que théorique. C'est l'émergence de ce qu'on a appelé dans les années 60 les nouveaux mouvements sociaux. D'autres formes de domination sont identifiées, notamment la question du genre et de la race. En élargissant le champ du conflit, le néolibéralisme pousse stratégiquement à élargir le sujet politique porteur de transformation. La notion de classe et le prolétariat sont, aux yeux de Chantal Mouffe, insuffisants pour lutter. On lutte plus seulement contre l'exploitation capitaliste avec les exploités. On lutte à présent contre toute forme d'oppression, de domination, d'exploitation, en mobilisant au-delà de la classe ouvrière. Moi, je crois que justement la question de construire un peuple, ce n'est pas de construire une classe. C'est un peuple qui c'est nécessairement une frontière qui est de type beaucoup plus transversale. Et elle se construit à travers ce que nous appelons dans Hégémonie sociale et stratégie, la construction d'une chaîne d'équivalence entre toute une série de demandes qui sont des demandes très hétérogènes, qui proviennent d'endroits différents. Et elle se cristallise justement autour d'un nous. Ce sujet politique collectif actualisé et élargi, il a quand même des limites. Mouffe tombe pas non plus dans le caricatural antagonisme opposant les 1% aux 99%. Il s'agit plutôt de mobiliser le prolétariat historique, donc les travailleurs, mais aussi les LGBT, les immigrés, etc. La stratégie populiste de Mouffe, elle consiste à élaborer une frontière. Il s'agit de construire un nous, le nous du peuple, contre un adversaire commun qu'elle désigne comme étant l'oligarchie. Le populisme de gauche, compris comme une stratégie discursive construisant une frontière politique entre le peuple et l'oligarchie, constitue, pour le moment, la forme politique requise pour retrouver et approfondir la démocratie. Bon, une fois que j'ai dit tout ça, il y a comme une contradiction qui apparaît. J'ai beau essayer de vous synthétiser le truc du mieux que je peux, ça reste pas clair. Et c'est pas clair parce que c'est elle qui est pas claire en fait. Avec ce que je viens de dire, on pourrait croire que le peuple de Mouffe, c'est un sujet politique réel, élaboré de manière empirique, en partant concrètement des situations de domination et d'exploitation. Bon bah là, accrochez-vous, ça va devenir accrochez-vous, ça va devenir abracadabrantesque. Alors, elle dit noir sur blanc que le peuple, c'est pas une construction empirique, mais discursive. Faut comprendre par là que son fameux peuple, il a aucun ancrage dans le réel.
elle se fout de partir de la position occupée par les individus. Elle élabore artificiellement une frontière entre un eux et un nous. Une stratégie populiste de gauche est déterminée par une approche anti-essentialiste, d'après laquelle le peuple n'est pas un référent empirique, mais une construction politique discursive. Le peuple n'existe pas avant l'acte performatif qui lui donne naissance, et il ne peut pas être saisi au moyen de catégories sociologiques. Le peuple de Mouffe, c'est donc pas un sujet politique déjà là préexistant, et c'est pareil pour l'adversaire à combattre. En poussant plus loin encore l'analyse de la pensée de Mouffe, on peut observer qu'elle rejette ce qu'elle appelle une approche essentialiste dans la pensée de gauche. Et en vrai, c'est surtout aux marxistes qu'elle reproche ça. Elle va jusqu'à parler d'essentialisme de classe. Il nous est très tôt apparu que les obstacles à surmonter provenaient en réalité de l'approche essentialiste qui dominait jusque-là la pensée de gauche. Dans cette perspective, que nous avons appelée essentialisme de classe, les identités politiques reflètent la position que les agents sociaux occupent dans les rapports de production, leurs intérêts étant également définis par cette position. Comment s'étonner dès lors qu'une telle approche ait échoué à comprendre des demandes qui ne dépendaient pas des classes? Bon, on voit ici clairement qu'elle reproche aux marxistes le fait de se focaliser sur les rapports de production. Alors, les rapports de production, pour rappel, c'est quoi? Je me répète, j'ai déjà défini ça dans la première vidéo. C'est tout simplement la place qu'occupe un individu ou un groupe d'individus dans l'ordre productif. Est-ce qu'on est par exemple salarié ou est-ce qu'on est propriétaire de son outil de travail? Ce rapport de production, il définit en partie la classe sociale à laquelle on appartient, mais bref, revenons à nos moutons. Comme je l'ai dit juste avant, pour Mouffe, les années 60, elles font émerger de nouvelles luttes qui mettent en jeu des sujets politiques qui ne sont pas définis par leur rapport à la production. Autrement dit, pour elle, la race ou le genre ne sont pas des rapports de production. Alors elle ne développe pas vraiment, mais elle parle plus de ces réalités comme d'un rapport social au sens large. Elle critique donc la focalisation sur les rapports de production, car elle pense que ces mêmes rapports de production n'ont pas de lien avec les nouvelles luttes féministes et antiracistes. Mais aussi car elle observe que la conscience des gens n'est pas l'expression directe de la position objective qu'ils occupent dans la société. Autrement dit, un salarié peut très bien intérioriser et défendre les valeurs de la classe dominante. Ces conditions d'existence, elles n'entraînent pas mécaniquement une conscience de classe en accord avec la situation réelle. Si l'on convient du fait que la conscience des agents sociaux n'est pas l'expression directe de la position objective qu'ils occupent dans le champ social, et que celle-ci est toujours construite discursivement, alors il est évident que les subjectivités politiques seront façonnées par la compétition des discours politiques et que les partis sont essentiels à leur élaboration. C'est par la représentation que des sujets politiques collectifs émergent. Ils n'existent pas a priori. Il faut comprendre que les identités politiques ne sont pas l'expression directe de positions objectives au sein de l'ordre social. D'où l'importance d'une approche anti-essentialiste dans le domaine politique. La lutte contre des formes de domination ne saurait résulter directement de la situation de domination elle-même. Bon, c'est là que Chantal Mouffe introduit la question des affects. Elle reproche à la gauche de ne pas penser la question des affects pour mobiliser les gens. Bon, là encore, je pense que c'est surtout les marxistes qui sont visés. On a une sale réputation de ce point de vue, on va pas se mentir. On a quand même historiquement construit notre analyse en prétendant avoir une compréhension scientifique du réel et des processus révolutionnaires. C'est le défaut de compréhension de la dimension affective des processus d'identification qui, à mes yeux, explique en grande partie pourquoi la gauche, prisonnière d'un cadre rationaliste, est incapable de cerner la dynamique du politique. Freud montre que loin d'être organisée autour d'un moi transparent, la personnalité se fonde sur un ensemble de niveaux qui sont extérieurs à la conscience et à la rationalité des acteurs. Il nous oblige ainsi à renoncer à l'un des principes clés de la philosophie rationaliste, la catégorie du sujet comme être rationnel. Mouffe, elle convoque, comme on le voit ici, le travail de la psychanalyse pour souligner le caractère non rationnel de l'être humain. Il y a toute une mécanique qui travaille l'individu de manière inconsciente. Et cette activité inconsciente, elle doit être prise en compte dans notre communication politique. Il faut mobiliser les affects et les désirs pour pousser à l'action politique. Chantal Mouffe, elle évoque sans surprise le travail de Spinoza comme référence, et celui de Lordon aussi. C'est quand s'opère une jonction entre les idées et les affects que les idées acquièrent du pouvoir. La stratégie populiste de Chantal Mouffe, elle met donc en jeu une opposition élaborée artificiellement au sein de la société, sans tenir compte des corps sociaux effectifs, sans approche empirique ou sociologique. Cette frontière artificielle, elle oppose ceux d'en bas à ceux d'en haut, le peuple face à l'oligarchie, bref un nous face à un eux. Et cette stratégie, elle n'hésite pas à jouer des affects et des désirs populaires pour créer des formes communes d'identification. L'objectif étant de mobiliser sur un projet politique de rupture avec l'hégémonie néolibérale, pour mettre au pouvoir légalement, par les élections, une force de gauche populiste.
Le nouveau projet de société, en s'appuyant sur les institutions existantes et le cadre légal en vigueur, c'est un projet égalitariste, combattant toutes les formes d'oppression identifiables. Bon, maintenant qu'on a dressé ce long tableau, on va essayer d'élaborer une critique. Je vais d'abord me concentrer spécifiquement sur le cas de Chantal Mouffe, et ensuite l'idée c'est de retourner évidemment sur le cas de Mélenchon. Bon, déjà comme pour Mélenchon, si vous avez bien suivi cette série vidéo depuis le début, vous comprenez facilement comment le réformisme en tant que stratégie, qu'importe sa forme, ça a ses limites. Je redis ce que j'ai déjà dit en très bref, la nature fondamentalement de classe de la société, de l'État, des institutions, des médias, fait que c'est très compliqué d'arriver au pouvoir en respectant les règles du jeu. Mais c'est pas pour autant impossible. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous parler du cas de Salvador Allende. Le but c'était de montrer que quand la démocratie bourgeoise bug, en servant réellement les intérêts du peuple, en face ils en ont plus rien à foutre, ils respectent pas leurs propres règles et sont prêts à tout pour reprendre le pouvoir. Vous parler du Chili, ça m'a permis de confronter les analyses marxistes avec un cas concret, notamment de montrer la pertinence des réflexions de Rosa Luxembourg sur l'articulation réforme-révolution. Le Chili, c'est un cas d'école où on voit bien que c'est le contexte qui impose d'abord un moment réformiste, puis un moment révolutionnaire. Comme tous les réformistes, Chantal Mouffe, elle est incapable de comprendre ça. On choisit pas entre ces deux méthodes comme on choisit son menu au McDo. Je vous repartage une réflexion de Luxembourg sur le sujet. C'est aussi une chose bien connue que le cours réel de l'histoire ne se soucie guère des combinaisons petites bourgeoises, et renverse d'un coup les échafaudages bien construits et les calculs, sans tenir compte des bons côtés des choses, si bien triés en tas. En fait, dans l'histoire, la réforme légale ou la révolution se mettent en marche pour des raisons plus puissantes que le calcul des avantages ou des inconvénients comparés des deux méthodes. Dans le cas où la stratégie de prise du pouvoir proposée par Mouffe fonctionne, on retombe sur ma critique du scénario où Mélenchon prend le pouvoir. À savoir que faute d'avoir un corps social formé et organisé, il n'y a personne pour défendre le gouvernement de rupture. La réaction, elle a un boulevard pour reprendre la main. Le réformisme comme stratégie pour prendre le pouvoir, ça a donc ses limites. Je pense que j'ai assez fait le tour de la question. Mais dans le cas de Chantal Mouffe, ce qui est intéressant, c'est que le désaccord, il est clairement identifiable. Sa stratégie réformiste, elle y croit parce qu'elle a une théorie de l'État et une compréhension du réel qui divergent de la nôtre, et elle l'assume. Je vais vous partager quelques citations, vous allez voir à quel point la question de l'État, elle est centrale, à quel point elle conditionne tout le reste. Si je me suis fait chier à vous faire un cours de marxologue relou dans la deuxième vidéo, c'est pas pour rien. C'est autour de la nature et du rôle de l'État que divergent essentiellement ces trois formes de politique de gauche. Tandis que l'approche réformiste envisage l'État comme une institution neutre ayant pour fonction de réconcilier les intérêts des divers groupes sociaux, et que l'approche révolutionnaire le considère comme une institution oppressive qu'il faut abolir, l'approche radicale réformiste se positionne différemment. Cette politique conçoit l'État comme la cristallisation de rapports de force. Il est intéressant de relever que l'on retrouve le même dilemme à gauche chez ceux qui affirment que la radicalisation de la démocratie passe nécessairement par l'abandon de la démocratie libérale. Ce faux dilemme découle souvent de la confusion, très répandue, entre les institutions de la démocratie libérale et le mode de production capitaliste. S'il est vrai qu'historiquement, nous n'avons connu jusque-là que ce type d'articulation, celle-ci demeure toutefois contingente. Qu'une société démocratique suppose une économie capitaliste ne prouve pas qu'il existe, entre la démocratie libérale et le capitalisme, un lien de nécessité. Malheureusement, le marxisme a alimenté cette confusion en présentant la démocratie libérale comme la superstructure du capitalisme. Il est vraiment regrettable que cet économisme soit encore en vigueur dans certaines franges de la gauche où l'on appelle à la destruction de l'État libéral. Car c'est à l'intérieur du cadre défini par les principes constitutifs de l'État libéral, la séparation des pouvoirs, le suffrage universel, le système pluripartite et les droits civils, qu'il sera possible de faire avancer l'ensemble des demandes démocratiques qui s'expriment aujourd'hui. Vous voyez bien ici l'importance des débats autour de l'articulation entre la base économique et les formes de gouvernement et d'État. Chantal Mouffe, elle considère qu'il n'y a pas une relation stricte entre le capitalisme et la démocratie libérale. Là où les marxistes pensent au contraire que la démocratie libérale, c'est la forme la plus progressiste que peut prendre le capitalisme, en dehors des périodes de crise. Pour nous, il y a clairement un lien de causalité entre les deux. La démocratie libérale, c'est un outil de classe, et les forces politiques qui composent cette démocratie sont l'expression directe et institutionnalisée de la lutte des classes. De manière schématique et grossière, on peut considérer que chaque organisation politique défend, tendanciellement, des intérêts de classe et est portée par une couche de la société et pas une autre. Pour le dire encore plus grossièrement, les prolos votent à gauche et les bourgeois votent à droite.
Évidemment, c'est plus complexe. Vous allez me dire, gna gna gna, tu racontes n'importe quoi, les prolos, ils votent pour le Rassemblement National maintenant. Faudrait alors qu'on parle du pacte social-racial, mais les gens, je crois qu'ils sont pas prêts pour ce débat. Bref, là où je veux en venir, c'est que dans une société où on a aboli les classes, je vois pas pourquoi il y aurait l'équivalent du parti Les Républicains qui cohabiterait avec l'équivalent du parti communiste. Ça a aucun sens. Dans une société sans classe, un parti de droite représenterait les intérêts de qui en fait? Vous voyez bien que c'est absurde. C'est pareil pour la démocratie libérale. Elle existe parce qu'il y a la nécessité d'institutionnaliser la lutte des classes pour garder le contrôle. Et si on va au bout de cette logique de Chantal Mouffe, si on déconnecte complètement les formes de gouvernement de la base économique, ça implique que la démocratie libérale, en tant que forme politique, elle aurait pu émerger à n'importe quelle époque, sur n'importe quelle base économique, au néolithique comme dans une société communiste. Dans une telle conception, il n'y a plus de relation de cause à effet entre l'organisation économique d'une société donnée et son organisation politique. On fragmente la société au point de rendre totalement indépendantes les parties qui composent le tout. C'est méthodologiquement catastrophique de faire ça. Alors Mouffe, elle a beau affirmer que les institutions politiques, elles existent jamais indépendamment d'un système économique, elle a quand même un rapport très ambigu à la question. Bref, faut voir clair dans cette manœuvre. Le fait que Mouffe remette en question ce grand principe du marxisme, qu'est l'articulation infrastructure-superstructure, ça lui permet tout simplement de réaffirmer la pertinence de la stratégie réformiste. Ça lui permet de faire croire aux gens qu'il est possible de changer la société en profondeur, en restant dans le cadre des institutions existantes. On peut aussi noter au passage que Mouffe nous sort la carte du procès en économicisme pour verrouiller notre critique. Ça, c'est vraiment le coup classique. Les réformistes, ils savent tellement pas quoi nous répondre qu'ils nous font passer pour des golemons qui expliquent tout par l'économie. Alors moi, je veux bien qu'on critique notre modèle d'articulation infrastructure-superstructure, mais déjà, critiquer ça de manière honnête. Et ensuite, oser proposer un autre modèle explicatif du réel sans retomber dans l'idéalisme, on vous regarde faire. Bon, justement, l'idéalisme, j'y viens. Qu'est-ce qui est frappant au-delà de l'inconsistance de sa stratégie électoraliste ? Chantal Mouffe, elle voit dans la progression de l'histoire le déploiement de l'égalité. Mais dans sa conception historique, c'est pas d'abord les conditions matérielles qui poussent les gens vers ça, mais leur désir d'égalité. Le fait d'être habité par des valeurs d'égalité, quoi. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Vous allez dire, oh putain, il va encore faire son marxiste bac+12 chiant qui traite tout le monde d'idéaliste. Ouais, désolé, mais là, on a quand même un sacré cas. Elle sort d'où cette valeur d'égalité, Chantal ? Faut bien que les gens, ils aient d'abord la dalle, et regardent dans l'assiette du voisin pour commencer à élaborer dans leur caboche cette abstraction qu'est l'égalité. Non, vous pensez pas ? La conception de l'histoire de Mouffe, c'est la caricature d'une analyse idéaliste qui explique tout par les idées et les valeurs. Les valeurs démocratiques continuent de jouer un rôle décisif dans l'imaginaire politique de nos sociétés. Il est crucial, à mon sens, d'inscrire la stratégie populiste de gauche dans la tradition démocratique parce que cela permet de la rattacher aux valeurs politiques qui sont au cœur des aspirations populaires. Que tant de résistance aux diverses formes d'oppression soient formulées comme des demandes démocratiques montre le rôle déterminant que le signifiant démocratie joue dans l'imaginaire politique. Les gens ne se battent pas contre le capitalisme comme entité abstraite parce qu'ils croiraient en une loi de l'histoire menant au socialisme. S'ils luttent pour l'égalité, c'est parce que leurs résistances à différentes formes de domination sont imprégnées des valeurs démocratiques et que c'est autour de ces valeurs, qui parlent à leurs aspirations réelles et à leur être, et non pas au nom de l'anticapitalisme, qu'ils peuvent se mobiliser. Faut bien adopter les lunettes de Mouffe pour la comprendre. Pour rappel, dans son esprit, la Révolution française, elle ouvre une séquence historique qui est animée par une volonté d'égalité. C'est la passion de l'égalité et l'imaginaire démocratique qui nous poussent à lutter, pas l'inflation ou le fait de pas se chauffer l'hiver. Elle explique les événements historiques par des grands principes, sans partir de la situation concrète et des couches sociales qui composent la société. La critique que je formule là, c'est exactement la même critique qu'on retrouve chez Marx quand il parle de l'idéalisme de Proudhon dans Misère de la philosophie, ou l'idéalisme de Bernstein dénoncé par Luxembourg dans Réforme sociale ou Révolution. D'ailleurs, pour l'anecdote, Luxembourg reproche à Bernstein exactement ce que je reproche à Mouffe ici, le fait de voir dans l'histoire le déploiement de la démocratie. Bernstein prétend que la répartition plus juste qu'il souhaite sera réalisée non par le fait d'une nécessité économique contraignante, mais par la libre volonté de l'homme, ou plutôt, puisque la volonté elle-même n'est qu'un instrument, par la conscience de la justice. Bref, grâce à l'idée de la justice. Nous en revenons donc au principe de la justice, à ce vieux cheval de bataille que, depuis des millénaires, chevauchent tous les réformateurs du monde entier, faute de plus sûrs moyens historiques de progrès. À cette Rocinante fourbue, sur laquelle tous les Don Quichotte de l'histoire ont galopé vers la grande réforme du monde, pour revenir déconfiés avec un œil au beurre noir. Le postulat politique de la théorie révisionniste est un développement toujours croissant de la démocratie.
Pour Bernstein, la démocratie apparaît comme une étape nécessaire de l'évolution de la société moderne. Que dis-je? La démocratie est pour lui, comme pour le théoricien bourgeois du libéralisme, la loi fondamentale de l'évolution historique en général. Alors c'est la première fois, pour l'anecdote, que j'enregistre une vidéo en 3 fois. Tellement le script est gigantesque, au fait. Il y a évidemment un lien entre ses conceptions idéalistes, sa compréhension du réel, et la stratégie politique qu'elle met sur pied pour prendre le pouvoir. La théorie et la pratique, ça forme un tout. Et si on revient 5 minutes sur sa conception idéaliste de l'État, on comprend mieux son rapport ambigu à ce qu'elle appelle la social-démocratie, c'est-à-dire la période de l'État-providence d'après-guerre. Elle sait que l'État, c'est pas un terrain neutre, mais elle adopte quand même une vision plus que discutable du rôle historique de l'État. Pour elle, avec le néolibéralisme, il y a une perte de souveraineté populaire, un affaiblissement du Parlement. Cette vision, qu'est-ce qu'elle implique? Qu'avant le néolibéralisme, l'État assurait plus ou moins sa fonction de représentation par la souveraineté populaire. Pour elle, il y a vraiment un avant et un après le néolibéralisme d'un point de vue démocratique. La conséquence en est que la politique est redevenue l'affaire de petits clubs fermés, comme elle l'était en des temps pré-démocratiques. Non. Moi, je vais poser une question toute bête. À quel moment l'État moderne a réellement et concrètement été au service du peuple et de sa souveraineté dans notre histoire récente? C'est toute la mythologie autour de la progression de la démocratie dans l'histoire que Mouffe, elle nous recrache. Elle va même jusqu'à dire que la période d'après-guerre permettait la coexistence fragile du capitalisme et de la démocratie. Dans plusieurs pays, la puissance des syndicats a permis la consolidation des droits sociaux. Dans le même temps, à cette époque, la montée des inégalités restait sous contrôle. Les travailleurs obtenaient des avantages substantiels et d'importantes avancées démocratiques étaient réalisées. Ce compromis entre capital et travail permettait la coexistence fragile du capitalisme et de la démocratie. On sent qu'il y a une nostalgie. Elle a un rapport ambigu à cette période de l'histoire où le mouvement social était plus fort et la polarisation de la vie politique plus frontale. Et cette nostalgie, je trouve qu'elle est typique des gens de sa génération. Sauf qu'on ne fait pas de la politique avec de la nostalgie. On doit adopter une approche rationnelle et déterminer notre stratégie en fonction des possibilités concrètes qu'offre une situation donnée. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est celui du sujet politique qui porte le flambeau de la transformation sociale. Là, on est sur une problématique épineuse. Pour prendre le pouvoir et imposer une politique de rupture, faut un corps social qui a intérêt à ça et qui est capable d'engager un rapport de force. Chantal Mouffe, elle reproche aux marxistes d'accorder un privilège ontologique à la classe ouvrière et de faire du réductionnisme de classe. Alors la caricature du marxiste qui réduit tout au salariat, voire pire aux ouvriers, on va pas se mentir, ça existe, et ça fait chier. Nous, on passe pour des guignols derrière. Les marxistes qui tombent dans cette fétichisation du prolétariat, ils comprennent rien aux dynamiques révolutionnaires. Si on regarde les choses de manière moins figée, on peut voir par exemple les chômeurs comme des prolos qu'on empêche de taffer, les étudiants comme des prolos en formation. Toutes ces couches, elles ont aussi un intérêt à changer les choses. Même le lumpen peut jouer un rôle dans la lutte. Faut pas fétichiser le rapport de production salarié, mais avoir une lecture dynamique et globale de tous ces rapports sociaux. Le cas extrême de cette fétichisation, c'est les camarades qui s'empêchent de penser toutes les formes de lutte, qui se déploient en dehors des lieux de production, voire qui les condamnent. Et quand Castro il prend le pouvoir, il le fait pas depuis une usine. Faut se calmer sur l'ouvriérisme au bout d'un moment. Si on prend le cas de Lénine, il fait quoi en 1917? Vous pensez qu'il refuse de mener la révolution avec les paysans parce que la théorie dit le contraire? Ça, c'est rien comprendre au marxisme. On part toujours de la situation concrète et on essaie de radicaliser le plus possible les couches qui ont intérêt à lutter contre la classe dominante du moment. Bon, maintenant que j'ai dit ça, faut pas non plus se raconter des histoires. A priori, c'est pas Bernard Arnault qui luttera avec nous pour faire advenir une société communiste. Faut pas fétichiser le rapport de production salarié, mais faut pas non plus trop en attendre des couches sociales qui ont vaguement intérêt au changement. Et ça, c'est un gros problème de l'approche de Mouffe. Le sujet politique porteur de transformation qu'elle constitue, il n'est pas empirique, elle l'assume. C'est une élaboration discursive. Elle met en place une frontière arbitraire entre ceux d'en bas et ceux d'en haut, sans réellement prendre en compte la conflictualité et la diversité d'intérêts qui peuvent traverser son sujet politique. Mener un front commun avec d'un côté les smicards et de l'autre les patrons de PME, c'est foireux. Là où Mouffe a raison par contre, c'est quand elle observe que les gens se mettent pas en mouvement sur la base de la place qu'ils occupent objectivement dans l'ordre social. D'où la nécessité de penser la question des affects en politique. Là-dessus, je la rejoins. Les marxistes, ils ont tendance à tenir exclusivement des discours rationnels pour aller chercher les gens, sans prendre en compte la dimension affective. Perso, je pense qu'un discours politique efficace joue sur une articulation des deux approches. En tant qu'ancien plasticien et curateur, je suis assez sensible à la question de la forme. La politique, c'est aussi la forme au service d'une compréhension rationnelle du réel. Mais là où Mouffe se trompe, c'est sur la question du rôle de la conscience de classe dans le processus révolutionnaire. Je vais trancher la question histoire de polémiquer.
Il n'y a pas de révolution aveugle. Un processus révolutionnaire, ça se fait consciemment. On retombe sur la fameuse opposition chez Marx entre conscience en soi et conscience pour soi. Cette problématique, elle mérite une vraie réflexion et une vidéo à part entière. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur le Chili, mais ça mérite encore plus d'attention. Chantal Mouffe, elle nous met aussi en garde sur nos biais ouvriéristes et notre fétichisation du prolétariat. Elle a raison. Par contre, derrière, ce qu'elle propose, c'est du délire. Pour elle, les gens se mettent en mouvement en tant que citoyens, au nom d'une certaine conception de la citoyenneté. Parce qu'elle fournit l'élément d'identification commun à des personnes engagées par ailleurs dans diverses luttes démocratiques, une conception démocratique radicale de la citoyenneté peut être le lieu de la construction d'un peuple, à travers une chaîne d'équivalence. C'est en s'identifiant comme citoyen, dont l'objectif politique est de radicaliser la démocratie, que les agents sociaux s'unissent. Alors, ok, je suis d'accord pour dire que les gens se mettent pas en mouvement en ayant en tête le communisme et le prolétariat comme identité politique. Mais faut doser, bordel. Les gens se mettent pas non plus en mouvement en se revendiquant citoyens. Ils veulent juste régler des problèmes concrets, s'alimenter, se loger, se déplacer, devenir propriétaires de leur maison. Si Chantal Mouffe en arrive à élaborer cet élément d'identification commun qu'est la citoyenneté, c'est aussi parce qu'elle a une très mauvaise compréhension du capitalisme. Pour elle, les nouvelles formes de domination qui émergent, bon, c'est un abus de langage, hein. Le racisme et le sexisme n'émergent pas à ce moment-là. C'est juste qu'on les identifie à ce moment-là et que des mouvements de lutte émergent. Bref, pour elle, ces nouvelles formes de domination, elles se déploient en dehors du processus de production. C'est pour ça que j'ai parlé plus haut d'intersectionnalité qui dit pas son nom. Chantal Mouffe, elle a une vision de la société comme un tout où cohabitent des systèmes d'oppression. Pour elle, le capitalisme, c'est juste un sous-système, une partie du tout qu'est la saucisse. Il faut s'attendre à ce que cette stratégie soit dénoncée par les franges de la gauche qui continuent de réduire la politique à la contradiction entre le capital et le travail, et qui attribuent un privilège ontologique à la classe ouvrière. Il n'y a pas uniquement les demandes ouvrières qui sont importantes pour un projet d'émancipation. Il y a le féminisme, il y a l'écologie, il y a les demandes de lutte contre le racisme. C'est pour ça qu'on parlait de la nécessité d'établir une chaîne d'équivalence entre toutes ces demandes. Ben, cette chaîne d'équivalence entre toutes ces demandes, c'est ça qu'on appelle à construire un peuple. Donc c'est pour ça que je crois que les catégories traditionnelles du marxisme ne fonctionnent plus aujourd'hui si on veut penser à un projet émancipateur. Parce qu'il y a beaucoup de demandes démocratiques qui viennent d'endroits complètement différents du processus productif. Et qu'il est vraiment important d'articuler toute cette demande. Bon, ce que Mouffe comprend pas, comme beaucoup de militants actuels d'ailleurs qui boudent le marxisme, c'est que le capitalisme, c'est une totalité qui use à la fois du genre, de la race et de la classe pour assigner une partie de la population dans l'ordre productif et se développer à travers une accumulation sans limite. Il y a une formule chez Horia Boutelja qui dit ça et que j'aime beaucoup. Au sein du mode de production capitaliste, dont l'objectif est l'accumulation des richesses au profit d'une classe qui détient les moyens de production. La classe, la race, le genre se sont développés comme des technologies d'organisation sociale intégrées aux États modernes, en formation et mises au service des classes dirigeantes pour accroître l'exploitation, diviser le corps social, asseoir et reproduire leur pouvoir. Chacune de ces technologies jouera son rôle dans l'extraction de la plus-value et dans l'organisation sociale à l'échelle de la planète à mesure que le capitalisme se déploie. En adoptant une vision où des systèmes d'oppression de race, de genre, de classe cohabitent de manière indépendante, Mouffe s'empêche d'agir efficacement sur le réel. Vu la vision qu'elle adopte, normal qu'elle trouve les analyses marxistes dépassées. Bon, vous allez me dire, frérot, pourquoi tu perds ton temps avec cette meuf? Est-ce qu'elle pèse tant que ça dans le game? Bah ouais, quand même un peu. C'est pas évident à déterminer, mais il y a des bails. Hein. On peut relever 2-3 trucs. Déjà, Mélenchon assume publiquement sa affiliation avec Mouffe. Disons bien quel est l'enjeu. C'est là que moi j'ai rejoint complètement le discours d'Ernesto Laclau et de Chantal Mouffe. C'est le peuple, en tant que catégorie politique, est une autoconstruction. Et de Jean-Luc Mélenchon, qui, dans le cadre de la campagne présidentielle en tant que candidat de la France insoumise, eh bien aussi met en application un certain nombre de ses réflexions dans le cadre d'une campagne électorale. Un autre élément non négligeable, Chantal Mouffe, elle fait partie du conseil scientifique de l'Institut La Boétie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un institut qui forme théoriquement les cadres de la France insoumise en interne. Elle occupe donc quand même une place importante dans la constellation France insoumise. Et quand elle a sorti le bouquin dont je vous ai parlé aujourd'hui, de mémoire, tous les médias centristes lui ont déroulé le tapis rouge. Elle a aussi coécrit un livre avec un des fondateurs de Podemos,
Podemos, si vous voyez pas ce que c'est, on peut considérer ça comme l'équivalent de la France insoumise en Espagne. Tout ça mis bout à bout, ça commence à peser quand même. La meuf, c'est pas n'importe qui. Bon, et au-delà de son cas particulier, on peut aussi voir dans son succès le symptôme d'un recul de l'hégémonie des communistes, dans le tournant néolibéral. Comme je le disais en début de vidéo, la théorie de Mouffe, c'est avant tout l'expression d'une impuissance face au bulldozer néolibéral. Elle va penser une stratégie adaptée à une situation où la révolution communiste, elle est complètement verrouillée en pratique et dans les esprits. Étudier la théorie de Mouffe, ça permet de mieux saisir de quoi Mélenchon est l'expression, tant historiquement que théoriquement. Mélenchon, c'est aussi le symptôme de cette impuissance. Le mouvement social, il est orphelin d'un outil conséquent pour construire un rapport de force. Du coup, on bascule dans ce que les marxistes appellent le révisionnisme par impuissance pratique. Le révisionnisme, c'est quand on commence à douter des fondamentaux théoriques du marxisme. Bien souvent, face à une situation historique qui nous fait perdre espoir, on commence alors à envisager des stratégies pas ouf. Bon, pour autant, Mélenchon, il n'est pas réductible à Chantal Mouffe. Faites gaffe aux raccourcis. Il y a des choses en commun. Mélenchon, il assume d'adopter une stratégie populiste, par exemple, même si aujourd'hui, il parle plutôt de peuplisme pour pas braquer les médias. Du populisme, parce que ici, dans le secret de cette salle, j'admets tout à fait que c'est bien de cela dont on parle. Mais si je me risquais à dire où que ce soit, je l'ai dit une fois à Chantal, je lui dis pour les raisons que tu nous exposes, je ne dirai jamais que je suis populiste, parce que je mettrai sur la table un mot qui crée un conflit à l'endroit que je ne veux pas, qui ne m'arrange pas, parce que je passerai plus de temps à faire de la sémantique qu'à faire de la politique, et à expliquer pourquoi il y a un populisme de ceci, un populisme de cela. Sa stratégie populiste, c'est celle de Mouffe. Il assume de construire une frontière, de fracturer la société en deux sur la base d'intérêts divergents, de mobiliser un nous face à un eux, le nous du peuple face à l'oligarchie. Et comme Mouffe, le vieux, il assume une stratégie électoraliste. Il joue avec les règles du jeu de la démocratie libérale. Son offre politique, elle est censée capter la multiplicité de demandes du peuple à travers un projet de rupture. Et enfin, comme Mouffe, Mélenchon, il pense la place du leader charismatique et désaffecte en politique. Et aussi assumer les leaderships. Ceux qui racontent que le nous est plus démocratique que le je sont des irresponsables. Parce que quand on dit je, on permet aux autres de se situer. Tandis on dit nous, c'est qui? C'est une entité, on ne sait pas qui c'est. Je parle du leader, je ne parle pas de la construction, construire un nous. On ne peut construire un nous qu'à la condition que tous les piquets qui constituent cette émergence-là, ils soient là. Que les gens ne soient pas dans l'anomie. On ne sait pas qui on est, nous. D'ailleurs, on n'a pas de leader, parce qu'il avance avec un masque, on ne le voit pas, on ne sait pas qui c'est. Et d'ailleurs, il se sent un devoir de grisaille. Et si par hasard apparaît le leader, ça va être juste pour dire nous, mais on ne sait pas qui c'est. Le parti, les masses, bref. Nous avons eu besoin de ce moment-là. Et regardez partout les révolutions populistes incluent une dimension d'incarnation que vous ne pouvez pas reprocher aux gens en disant vous êtes tellement bêtes que vous avez besoin d'un leader. Non, c'est justement parce qu'ils ne sont pas bêtes qu'ils installent un leader. Complètement d'accord avec toi, il n'y a pas d'autre enjeu que la conscience. Et la conscience, en tant que phénomène purement rationnel, ça n'existe pas. La conscience est un mélange de raison et d'affect. Et donc, une bataille qui nie la place des affects est une bataille qui n'est pas menée. C'est une bataille qui est abandonnée. Bon, mais il y a aussi des divergences. Faut vraiment approfondir pour observer ça. C'est justement l'intérêt de cette série vidéo. Comme je le disais dans mon premier épisode, où je présentais le parcours du vieux, je vous rappelle que Mélenchon, il a une formation de jeunesse marxiste, plus particulièrement lambertiste. Alors je connais pas précisément ce courant, mais Lambert, c'était un trotskiste qui avait une certaine influence en France. Bref, cette formation de jeunesse marxiste, elle se ressent encore aujourd'hui, et quoi qu'en disent les camarades qui se moquent de sa théorie politique. Bon, déjà Mélenchon se revendique constamment du matérialisme philosophique, et il va même jusqu'à revendiquer le matérialisme historique. Quand il parle de matérialisme historique, il faut comprendre marxisme. Il revendique aussi plus frontalement l'influence de Marx à l'occasion. Cette construction théorique, elle n'abandonne pas les outils du passé. Ça, c'est une divergence que je vais avoir avec Chantal. Personnellement, je me suis construit intellectuellement dans le marxisme et je considère que je suis un marxien, ou ce que vous voulez, c'est-à-dire que les outils du matérialisme historique, du marxisme, j'ai retenu l'essentiel, c'est-à-dire le recours au matérialisme appliqué à l'histoire. Et si on pousse encore plus loin ces observations, on voit qu'il convoque même la dialectique de Marx. Jamais de manière explicite, mais toujours avec beaucoup de pédagogie. S'habituer à l'idée que tout a une histoire, tout est mouvement, et tout mouvement procède d'une contradiction interne. Chaque étape contient les précédentes.
et intègre les contradictions de la précédente étape. Et dans son dernier bouquin, il va même jusqu'à proposer une réflexion sur le déterminisme en rejetant le déterminisme mécaniste et en proposant un contre-modèle qu'il appelle déterminisme probabiliste. De là résultent les changements d'état du système. Il peut alors produire soit une crise sociale, soit une bifurcation, c'est-à-dire une révolution. Et j'ajoute ceci, il est souvent difficile d'admettre une loi d'organisation à l'œuvre dans l'imprévisible communauté humaine. C'est le moment de s'en souvenir. La liberté n'en est pas mise en cause par le déterminisme, même probabiliste. En effet, la loi de la gravitation, par exemple, ne vous dit pas s'il faut descendre ou monter cet escalier. Cependant, mieux vaut tenir compte de cette loi au moment de l'utiliser. Ça, les frérots, c'est pas autre chose qu'une appropriation du matérialisme dialectique de Marx. Marx, il a combattu le vieux déterminisme mécaniste pour réhabiliter la place de la conscience dans la lutte politique et l'appropriation de notre destin. C'est le Marx philosophe. Alors nous, plutôt que de parler de déterminisme probabiliste, on parlerait plutôt de causalité probabiliste. Mais bref, on dit la même chose. Si vous voulez approfondir, allez voir ma vidéo sur la dialectique, ou les vidéos de Position qui en parlent avec Padu et Noé Jacomet. Je mets tout en description. Bon, chose encore plus surprenante, on trouve chez Mélenchon des réflexions qui s'inspirent du féminisme marxiste contemporain. Il parle notamment de la théorie de la reproduction de la force de travail. Cette théorie de la reproduction, c'est vraiment ce qui se fait de plus actuel en théorie féministe révolutionnaire. C'est une tendance qui est en concurrence avec celle de Christine Delphi. Je vous mets le lien d'une vidéo qui explique cette théorie en description. La répartition genrée des tâches est une condition nécessaire à la survie du système. Le profit se réalise dans la sphère productive grâce à la gratuité du travail de reproduction sociale. S'occuper des enfants, faire la cuisine, entretenir le foyer, maintenir les liens sociaux du noyau familial, tout cela, les femmes le font gratuitement. Le tout aussi pour le maintien en vie et en meilleure forme possible de la main-d'œuvre du capital. Bref, tout ça, ça a des conséquences, même si le vieux est réformiste et révisionniste, contrairement à Mouffe, qui constitue son peuple de manière complètement arbitraire et discursive. Mélenchon, il prétend partir du réel déjà. Bon, Chantal vient de planter le décor d'une idée que je fais mienne. C'est l'autoconstruction du peuple en tant que catégorie, on va dire, subjective, se définissant comme étant le nous. Par opposition à eux, dans le cas qui m'occupe, le peuple face à l'oligarchie. Mais ma tradition philosophique personnelle, c'est celle du matérialisme historique, et par conséquent, dans la construction de la théorie de la révolution citoyenne, je me suis intéressé d'abord au peuple en tant que réalité physique, matérielle. Et ce qui est intéressant dans cette séquence avec Mouffe, c'est qu'il lui reproche implicitement de ne pas partir du réel. Et elle s'en rend compte, regardez. Une petite chose, Jean-Luc, tu dis toujours, moi, en tant que matérialiste, comme si d'une certaine façon tu considérais que moi, je me considère aussi comme matérialiste. Toi, moi, je suis matérialiste. Bon, et tu ne dis pas, toi que tu es idéaliste, donc bon, je voudrais simplement... Non, Chantal, je t'arrête, c'est à cause de la salle, c'est pas à cause de toi. Parce que j'ai devant moi tous mes professeurs en marxisme et j'ai intérêt à filer droit. Je me considère aussi comme étant matérialiste. Bon, après, une fois qu'on a dit ça, même s'il y a une prétention matérialiste dans l'approche de Mélenchon, dans les faits, ça a le même effet que ce que fait Mouffe. Le peuple de Mélenchon, ça ressemble quand même vachement à celui de Mouffe. Ça mobilise les mêmes couches de la société. Que ce soit Mélenchon ou Mouffe, tous les deux cherchent à mobiliser un corps social hétérogène, traversé par une conflictualité de classe et des intérêts divergents. Et ça, c'est pas anodin. Comme j'ai commencé à l'aborder avec le cas de Mouffe, un processus de transformation sociale, ça a besoin d'un corps social pour être porté. On peut pas juste compter sur une élite politique de rupture. Cette idée, je l'ai aussi vachement développée dans ma vidéo sur le Chili. Mélenchon, il a besoin d'un corps social déterminé et conscient. Alors, il y a des débats chez les marxistes pour savoir s'il peut y avoir des révolutions spontanées et aveugles, sur la place que doit occuper la conscience de classe, sur la nécessité d'une avant-garde ou non. Tout le monde n'est pas d'accord d'un point de vue pratique. Et historiquement, ces désaccords, ils renvoient aux grandes figures du marxisme, Luxembourg, Lénine, Trotsky, etc. Moi, perso, ces questions, elles me passionnent, mais je les maîtrise pas assez pour pouvoir être précis et développer beaucoup plus. Mais déjà, je pense qu'il faut toujours partir de la situation concrète. C'est le réel et ses possibilités qui dictent à la pratique. Ça, vous avez capté, je fais que de le répéter, la France, c'est pas la Russie de 1917. Je pense aussi que la conscience de classe, elle joue un rôle central pour changer le monde. La spontanéité, ça manque toujours d'ambition, c'est limité par tout le travail de propagande de l'idéologie dominante. Si on prend le cas des Gilets jaunes, c'était ambitieux de réclamer le RIC, mais il y a déjà une limite qui apparaît ici. Le fait de réclamer, est-ce que c'est pas déjà problématique quand on veut le pouvoir ? On réclame auprès de qui ? D'une classe dominante qui n'a pas intérêt à partager le pouvoir ?
Réclamer, c'est stratégiquement faire abstraction de la centralité de la lutte de classe. Si on a une bonne compréhension du réel, on réclame pas, on prend. Si les circonstances le permettent, évidemment. Bref, je tranche la question, même si ça mérite d'être approfondi, pour moi, il n'y a pas de révolution aveugle. La conscience de classe, on peut aussi parler de conscience de race et de genre. L'idée, c'est d'avoir conscience de notre place, quoi. Bref, la conscience objective des positions qu'on occupe dans l'ordre social, c'est important pour transformer la société, ça permet de voir ce qui est réellement possible en partant de notre situation concrète. Cette problématique, on l'a explorée dans l'épisode sur le Chili, en posant l'hypothèse la plus optimiste, celle où Mélenchon gagne le second tour des présidentielles. J'ai cherché à interroger ça dans tous les sens, et ce qui en découle, c'est qu'une victoire de Mélenchon déclencherait une réaction très forte de la classe dominante. Ce serait non pas une victoire définitive pour notre camp, mais au contraire, un moment d'amplification de la lutte des classes. La bourgeoisie, elle serait sans doute prête à tout pour défendre sa place. Et si face à ça, il n'y a pas un corps social déterminé et pleinement conscient des enjeux de la situation, c'est mort, on perd. La question du corps social qu'on mobilise et de son niveau de conscience, c'est donc la question centrale. Et il y a un autre scénario que j'ai gardé pour aujourd'hui, dans lequel on peut prendre la mesure de l'importance du truc. La fameuse constituante de Mélenchon. Comme on l'a vu dans le premier épisode, Mélenchon, il se veut l'expression institutionnelle d'une colère populaire. Il veut rompre avec les politiques néolibérales et subvertir les institutions de l'intérieur, en convoquant une assemblée pour réécrire la Constitution, donc les règles du jeu. Pour ça, il a d'abord besoin d'être élu. Réécrire la Constitution, c'est loin d'être un processus anodin. Comme on l'a vu dans l'épisode sur le Chili, le peuple chilien a eu l'opportunité historique de réécrire sa propre Constitution. Une constitution plutôt de gauche a été proposée au vote par référendum, puis rejetée. On a alors vu qu'il y avait tout un tas de facteurs qui pouvaient expliquer ça, mais pour rappel, le vote était obligatoire. Les couches pauvres de la population, elles étaient donc obligées de voter. Et malgré ça, 62% des votants rejettent le texte. Cet événement, il illustre bien le caractère spontanément non révolutionnaire des gens. Ça dit à quel point la conscience de classe, c'est pas un truc mécanique. Dans le cas de Mélenchon, on fait face à deux problèmes. Comme je le disais dans l'épisode sur le Chili, et j'ai beaucoup insisté là-dessus, Mélenchon, il a une stratégie politique élitiste. Il cherche pas à former en amont un corps social et à maximiser sa conscience politique. Il mise tout sur son élection et éventuellement un sursaut populaire pour défendre son gouvernement de rupture. Dans le cas de la constituante, on fait donc face au même problème que j'ai analysé dans l'épisode d'avant. Comment on peut être sûr que la population défende un projet de constituante progressiste sans conscience politique aiguisée ? Alors là aussi, on pourrait se dire que les circonstances pousseraient les gens à se saisir des sujets, à débattre, à s'informer, bref, à prendre les bonnes décisions. C'est vrai qu'on a quelques exemples pas inintéressants autour de nous. La Convention citoyenne pour le climat, par exemple, des citoyens triés de manière aléatoire, confrontés à cet exercice exigeant de rédaction et de réflexion, ils ont fini par se responsabiliser politiquement et ont pris les bonnes décisions qui allaient dans le bon sens. Il y a aussi l'exemple des assemblées de gilets jaunes. Alors personnellement, j'ai pas vraiment participé à ça à l'époque, je me suis contenté des manifs, mais apparemment il y a eu une sorte d'intelligence collective qui, par le débat notamment, poussait les gens dans la bonne direction niveau revendication. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, répété et analysé, tout ça c'est encourageant, mais ça reste timide au niveau des ambitions politiques. Ça va jamais vraiment à la racine du problème, toujours à cause de la fameuse conscience politique qui est trop faible. Bref, dans le meilleur des cas, la constituante sous la présidence de Mélenchon, elle manquera sans doute d'ambition, faute de conscience politique chez les gens. Et encore s'il y avait que ça. L'autre problème, c'est la conflictualité de classe qui traverse le corps social qui a mis Mélenchon au pouvoir. Ce même corps social qui devra trancher la question de la constituante. Autrement dit, toute la conflictualité de classe avec laquelle le vieux a su habilement manœuvrer pour arriver au pouvoir, elle va devenir quoi pendant le processus constituant ? Elle va devenir quoi cette conflictualité quand il s'agira de débattre des grandes questions ? Les questions qui fâchent et qui vont à l'encontre des intérêts d'une partie de la population. Quand il s'agira de plafonner les loyers par exemple, ou encore les restrictions écologiques. Ça va juste rejaillir à ce moment-là et lui péter à la gueule en fait. Et ça c'est sans compter sur le lavage de cerveau que feront les grands médias privés. Il va faire quoi Mélenchon avec les médias ? Les censurer ? Non, il peut pas. Ce serait se tirer une balle dans le pied. Mélenchon il sera confronté au même dilemme qu'Allende à son époque. Il devra respecter le cadre légal pour que son gouvernement tienne dans le temps et que sa légitimité soit respectée. Donc avec les médias privés, il pourra pas faire grand-chose le vieux. Bref, désolé de casser l'ambiance, mais la constituante, tant mieux si on arrive jusque-là. Je serai le premier à me battre pour ça, et vous le savez. Mais ça sent mauvais, quoi. Si on se prépare pas pour ça, ça va être une catastrophe. Entre le manque de conscience politique des gens qui nous empêchera d'être ambitieux, la conflictualité de classe qui freinera le processus, voire le bloquera, les médias qui pourriront le débat, on n'est pas dans la merde. Et c'est sans compter sur la réaction qui gagnera la bourgeoisie nationale et européenne en parallèle de tout ce bordel.
Ça va être chaud les frérots. Pour ceux qui ont suivi tout le débat en dehors de cette série vidéo autour de la stratégie de Mélenchon avec Padu, Position, Raz, Cassandre... Quand j'entends quelqu'un me dire « Ah, on parle pas assez du peuple », c'est rarement quelqu'un de gauche quand même. Alors déjà, je trouve que ta définition même que tu as donnée tout à l'heure, pour entrer en vif du sujet, c'est pas la définition qu'il donne du peuple. Parce qu'en fait, quand il donne la définition du peuple, en effet, il le définit par deux choses différentes. Tout comme Marx peut parler de classe en soi et classe pour soi, en fait. Vous voyez bien que ce débat, c'est pas une histoire de mots, c'est une histoire de stratégie. Pour aller plus loin dans ce débat, il fallait, et c'est ce que j'ai fait, exploser le cadre du débat en fait. Fallait interroger les limites de la stratégie réformiste. Quand on polémique sur la notion de peuple, c'est contre le réformisme en fait qu'on polémique. Et critiquer la stratégie réformiste dans le contexte actuel, c'est pas facile, hein. On passe tout de suite pour des golemons utopistes. J'ai pleinement conscience de ça. Mais vous voyez bien avec cette série que la critique marxiste du réformisme, elle est solide. Le problème, c'est le contexte. On est tellement faible et inaudible, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Du coup, on se contente des stratégies les moins ambitieuses. Pour en revenir à la polémique sur le peuple, perso, je m'en fous que Mélenchon utilise la notion de peuple. Et je vais même vous dire, il faut être sacrément débile pour parler de prolétariat aujourd'hui en 2024. Toute la terminologie marxiste qu'on utilise entre nous, elle doit surtout pas être utilisée en dehors de nos cercles. Elle a été verrouillée et ringardisée par l'idéologie dominante. Nos analyses, elles sont bonnes, c'est pas le problème. Mais on doit dire les mêmes choses avec d'autres mots. Faut changer l'emballage, quoi. C'est pourquoi ils nous aiment pas, voilà. Pourquoi on nous aime pas, alors qu'on a raison sur tout. Le problème, c'est donc pas le mot en soi, c'est le contenu qu'on lui donne, et la stratégie réformiste qui l'accompagne. On peut très bien, en tant que marxiste, parler de peuple. Le truc avec Mélenchon, c'est qu'il mobilise un corps social sur lequel on peut rien bâtir, en fait. C'est trop large. Dans le meilleur des cas, il arrive à se faire élire avec ça. Mais après, bonjour le bordel. Ici, en fait, il y a deux écueils à éviter. Les marxistes orthodoxes ouvriéristes, qui convoquent un sujet révolutionnaire trop limité, genre pour les plus hardcore, je parle des militants qui misent tout sur le prolétariat d'usine pour faire la révolution. Mais faut pas non plus tomber dans l'approche inverse, celle de Mouffe et Mélenchon, qui consiste à trop élargir, au point d'inclure une conflictualité trop structurante et verrouillante pour le mouvement révolutionnaire. Bon, mais le problème fondamental, c'est que si Mélenchon fait pas ça, il sera jamais élu en fait. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est parce que Mélenchon mise tout sur son élection qu'il essaie de mobiliser un corps social transclasse. C'est aussi pour ça qu'il se concentre sur l'accès au réseau, donc l'accès à la consommation. Ça lui permet de ratisser large. Et c'est aussi pour ces mêmes raisons que ça lui pètera dans les mains s'il est élu. Alors qu'on s'entende, il y aura toujours une certaine conflictualité dans le corps social qui luttera contre l'ordre bourgeois. Je me mens pas à moi-même là-dessus. Le prolétariat, c'est pas un bloc homogène, mais il faut bien prendre la mesure de ce qui est possible et de ce qui l'est pas. Entre les prolos blancs racistes vis-à-vis des prolos racisés, les salariés du privé jaloux des fonctionnaires, les métiers manuels jaloux des métiers de bureau, les salariés jaloux des chômeurs, on n'est pas dans la merde. Bon, mais maintenant on arrête de doumer. Je veux surtout pas que cette série, qui a pour objectif de montrer les limites de la stratégie de Mélenchon, vous décourage. Regardez en face, les yeux dans les yeux, les limites de Mélenchon, c'est déjà comprendre ce qu'il faut éviter. Et si vous avez bien suivi, ce qu'il faut éviter, c'est pas d'aller voter Mélenchon, Au contraire, Mélenchon c'est une des dernières digues qui tient face au déluge. Évidemment qu'il faut voter pour le vieux. Moi ce que je dis c'est que ça suffira pas, il faut construire autre chose. Et ça, c'est collectivement qu'on va le faire. Le contenu militant que vous venez de visionner existe grâce à votre soutien financier. Je vous remercie.